Moi, je suis neurologue dans le service du professeur Azoulay ici à la Timone, où on s'occupe assez généralement de troubles de la marche, syndrome parkinsonien au sens large. Et effectivement, les patients qu'on est amené à rencontrer arrivent dans notre service plutôt sur la composante d'atteinte motrice plutôt que sur l'atteinte cognitive, mais au moment de l'évaluation clinique, on arrive à assembler un peu l'ensemble de ces éléments pour tenter d'aboutir au diagnostic, parce qu'on a vu ce matin que le diagnostic n'était pas toujours facile. Et donc justement, pour reprendre un peu rapidement, là, il y a eu au fur et à mesure des années, beaucoup d'évolutions quant aux critères diagnostiques pour retenir finalement le bon diagnostic de maladie à corps de Lévy. C'est que s'il y a des critères, c'est que c'est pas si facile, et en fait, encore aujourd'hui, pour définir de façon certaine le diagnostic, le retenir de façon certaine, il faudrait analyser le cerveau de la personne atteinte, et ça ne peut se faire que après le décès de la personne, puisque vous avez vu dans les jolis schémas de ce matin qu'on ne peut pas faire une biopsie simplement, parce que l'ensemble du cerveau n'est pas touché d'emblée. Et donc, on peut se retrouver avec des biopsies qui montreraient simplement de la normalité. Donc, on est obligé d'avoir finalement du vivant du patient un certain nombre de critères diagnostiques. Et donc, le critère obligatoire, c'est bien sûr la perturbation cognitive, qui peut être modérée, voire sévère, mais qui va dans tous les cas altérer l'autonomie de la personne, et petit à petit, cette personne va devenir de plus en plus dépendante, avec donc une évaluation neuropsychologique qui va montrer des atteintes un petit peu diffuses. Et puis, cliniquement, on va essayer de retrouver différents éléments qui augmentent la probabilité diagnostique et qui va augmenter notre confiance en soi pour le diagnostic. Et donc, on les a vus déjà, ce sont les fluctuations cognitives, des hallucinations visuelles parfois, mais l'ensemble de ces symptômes ne sont pas forcément présents. Vous voyez qu'au moins 2 des éléments sont requis et pas l'ensemble des éléments, parce que tous les patients n'ont pas la même présentation clinique. Des troubles du comportement en sommeil paradoxal, et puis aussi, dans la plupart des cas, un syndrome parkinsonien. Donc un syndrome parkinsonien, c'est un ensemble de symptômes moteurs, donc qui vont perturber la motricité de la personne, et ça va regrouper au moins 3 symptômes, c'est-à-dire l'akinésie, donc la lenteur à la réalisation des gestes, le tremblement, souvent qui est de repos ou postural, donc en tout cas un mouvement anormal de secousse qui survient et qui peut perturber la précision d'un geste, et la rigidité. Donc associée à cette lenteur, il y a aussi des muscles qui deviennent de plus en plus toniques et qui limitent l'amplitude articulatoire, l'amplitude de la marche. Après, bon, il y a d'autres éléments qui sont suggestifs et qui encore augmentent la probabilité diagnostique, mais qui ne sont pas requis pour le diagnostic. Et ils ont déjà été un petit peu détaillés, vous allez en reparler tout à l'heure avec les autres intervenants. C'est notamment des troubles psychocomportementaux, que ce soit une apathie, c'est-à-dire une perte de motivation à faire les choses, parfois une anxiété, plus rarement une dépression, de l'instabilité posturale, des troubles dysautonomiques avec des chutes, parce que la tension artérielle baisse quand on se lève, des problèmes urinaires, tout un ensemble de cortèges de symptômes qui vont s'associer et qui, in fine, permettent de se dire « Ah ben oui, ce patient-là, il a un certain nombre de critères et bon, très probablement, il a une maladie à corps de Lévy ». Mais voilà, la certitude ne pourra être apportée que lors de l'analyse qu'on dit anatomopathologique post-mortem, si le patient souhaite donner son cerveau à la science. Mais donc, pour revenir et donc faire une focalisation sur le propos d'aujourd'hui et ce qu'on m'a demandé d'aborder avec vous, c'est ce syndrome parkinsonien-là. Donc quand nous, on va évaluer le patient, à quel point ce syndrome parkinsonien est pareil ou différent de celui qu'on va retrouver dans la maladie de Parkinson, puisque c'est vrai que c'est quand même le diagnostic différentiel le plus important, et qu'il faut qu'on arrive à faire un peu la part des choses. Donc, il y a des spécificités motrices, c'est vrai, dans la maladie à corps de Lévy, sur ce syndrome parkinsonien-là. Donc, des études ont été faites, mais on l'a dit ce matin, il n'y a pas d'énormes cohortes, il n'y a pas des cohortes d'ensemble de patients avec maladie à corps de Lévy qui ont été suivis et vraiment bien évalués, et il n'y en a pas d'état.
Donc on se retrouve avec finalement des cohortes avec des petits nombres de patients, mais quand même, quand on les compare, on voit qu'il y a certaines spécificités. Donc, par exemple, il est remarqué que le syndrome parkinsonien, donc la lenteur, la rigidité, le tremblement, est plus marqué. C'est-à-dire qu'à notre cotation, on a une échelle, que je vous détaillerai un petit peu après, eh bien, on va faire différents petits exercices aux patients, taper les 2 premiers doigts, taper le pied sur le sol, la jambe, le faire marcher, et on a une sorte de gradation pour chacun de ces symptômes, et on va coter le nombre de points, et on voit à quel point le patient est sévère. Et en tout cas, on arrive à avoir une sévérité plus importante à cette cotation chez les patients à maladie à corps de Lévy par rapport à ceux qui ont une maladie de Parkinson probable. Ces symptômes sont aussi d'emblée symétriques, c'est-à-dire qu'ils vont toucher le côté gauche et le côté droit du corps de la même façon, et ils vont s'aggraver ensuite tout au long de la maladie. Le tremblement est plutôt, cette fois-ci, d'action, c'est-à-dire quand l'on va utiliser ses bras pour porter quelque chose, porter la cuillère à la bouche, mettre la clé dans la serrure. Le tremblement va se manifester plus à ce moment-là et non pas quand l'on va simplement se relâcher dans le canapé et avoir un petit tremblement qu'on appelle de repos. Et puis une atteinte axiale. L'atteinte axiale, c'est une posture plutôt antéfléchie, une raréfaction des mouvements, quelques difficultés à déglutir parfois, une dysarthrie, donc difficulté articulée, et puis une altération des réflexes de la posture. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire un mouvement souvent en arrière et on va perdre l'équilibre et tomber en arrière parce qu'on ne va pas avoir le réflexe tout de suite de se rattraper. Alors, dans la maladie de Parkinson, justement, c'est différent puisque au départ, les symptômes sont souvent très modérés. Ils passent parfois inaperçus, sauf quand il s'agit d'un tremblement. Et puis, même parfois, quand il y a des patients maladie de Parkinson qui ne tremblent pas, mais qui ont des douleurs à l'épaule et puis qui consultent d'abord un rhumatologue, en fait, ce sont déjà des signes d'akinésie, donc de ralentissement et d'enraidissement, qui sont présents à bas bruit, qui vont s'installer petit à petit. Et puis, surtout, unilatéralement au début. Et puis, ça va progressivement, avec l'évolution de la maladie, passer de l'autre côté et augmenter en fréquence. Typiquement, le tremblement dans la maladie de Parkinson est plutôt un tremblement de repos, c'est-à-dire quand on ne fait rien, justement, quand on relâche son bras, ça se met à trembler. Et puis, il n'y a pas, normalement, de troubles de l'équilibre avec de chute au début de la maladie de Parkinson. Alors pourquoi est-ce que ces symptômes pourraient être plus sévères dans la maladie à corps de Lévy que dans la maladie de Parkinson? Déjà, c'est peut-être pas la même maladie, ou en tout cas, l'altération neuronale ne se fait pas peut-être à la même vitesse, donc beaucoup d'études et de débats se font autour de ça. Et puis, comme on l'a dit, il va y avoir dans la maladie à corps de Lévy d'autres symptômes plutôt psychocomportementaux qui vont nécessiter l'introduction, parfois assez rapidement, de neuroleptiques, donc de médicaments pour calmer les symptômes d'agressivité, de fluctuation, de confusion. Et ces médicaments qui vont être introduits peuvent avoir comme effet indésirable de accentuer le syndrome parkinsonien et de participer à cette augmentation de notre cotation et de cette gravité clinique. Mais probablement pas que. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour traiter quand même ce symptôme parkinsonien moteur? On va quand même essayer de donner le traitement dopaminergique, puisque une des bases physiopathologiques à toutes ces maladies, c'est que l'on fabrique moins de dopamine, parce qu'il y a une dégénérescence des neurones au début qui fabriquent cette dopamine, et donc une des tentatives, c'est de leur apporter aux patients de la lévodopa. Donc, alors que la lévodopa est quand même extrêmement efficace chez les patients avec maladie de Parkinson, avec au moins 50% d'amélioration clinique. Donc, les symptômes régressent de plus de 50% et on entre dans une phase de lune de miel pendant un certain nombre d'années. Et puis, malheureusement, après cette phase de lune de miel, ça se tombe un petit peu puisqu'il y a quand même toujours la dégénérescence neuronale qui se poursuit. Eh bien, chez les patients avec maladie à corps de Lévy, il y a aussi les récepteurs à la dopamine qui sont touchés, et donc si ces récepteurs sont touchés, ils ne sont plus aptes à recevoir correctement et à intégrer correctement la dopamine, ce qui va expliquer qu'il y a quand même une moindre efficacité de la dopamine. Alors elle n'est pas nulle, il y a certains patients qui réagissent quand même plutôt bien, d'autres qui ne répondent pas du tout, mais en moyenne, on peut avoir entre 20 à 30% d'amélioration clinique
sur la motricité, sur le tremblement, sur la rapidité, la mimie, voilà, les petits gestes au quotidien. Donc ça vaut le coup d'essayer ce type de médicament. Le problème, c'est que majorer la levodopa à des doses qu'on pourrait donner de façon standard dans la maladie de Parkinson n'est pas forcément bénéfique, puisque comme il n'y a pas assez d'efficacité, on va se retrouver avec au contraire plus d'effets secondaires qui pourraient être donc, favoriser les hallucinations, favoriser de la confusion et favoriser donc, la survenue de délires, d'agitation. Donc voilà, il faut toujours avoir la relation bénéfice-risque par rapport au traitement et adapter ça avec le patient, avec l'entourage et ça se voit au moment de l'interrogatoire et des réévaluations. Dans les conséquences motrices de ces symptômes, pour ces patients qui donc répondent moins bien au traitement, il va y avoir régulièrement des chutes. Donc des chutes peut-être aussi par inattention parce qu'ils vont fluctuer et puis il va y avoir des variations de la vigilance, parfois de la somnolence. Et il va y avoir, comme je vous l'ai dit, des altérations des réflexes de posture. Donc ils vont partir rapidement en arrière, ils vont rater la chaise parce qu'ils sont à petits pas et donc du coup la chaise était un petit peu trop loin. Et régulièrement on a aussi un peu d'anticipation, c'est-à-dire que comme réfléchir pour faire le pas est plus compliqué, eh bien on va carrément se jeter sur la chaise et c'est ce qu'on appelle aussi un peu le freezing, c'est-à-dire qu'on a les pieds complètement collés au sol et on n'arrive plus à avancer correctement. Donc il faut comprendre que dans ce type de maladie de Parkinson, maladie à corps de Lévy, on va se retrouver avec une perte de l'automatisme de tous les gestes et donc on doit consciemment penser et compenser ça. Donc je dois lever mon pied droit puis mon pied gauche. Et tous ces problèmes-là vont s'accentuer lors de passages avec des obstacles, avec des passages étroits. Et on ne peut plus faire de double tâche, c'est-à-dire parler en même temps que marcher devient extrêmement compliqué. Alors comment prendre en charge tout ça? On en a un tout petit peu parlé, il y a la prise en charge médicamenteuse avec de la levodopa, on va la revoir juste après, mais il y a aussi la prise en charge rééducative. Et rééducatif, pourquoi? Parce que justement, les médicaments qu'on a à notre disposition aujourd'hui ne sont pas efficaces à 100%. Donc, il faut bien avoir aussi d'autres stratégies pour pouvoir compenser ces déficits. Et donc, c'est absolument indissociable. Beaucoup trop de patients, malheureusement encore, n'ont pas accès à de la rééducation, même si les prescriptions sont faites. Le kiné n'est pas disponible ou est surchargé. Les patients habitent parfois un peu loin de centres de kiné et les kinés ne peuvent pas venir toujours à domicile. Et même quand ils viennent à domicile, c'est vrai que il y a un décompte de temps de transport, donc la durée de la séance de kinésithérapie s'en trouve raccourcie. Et ils n'ont pas le matériel adéquat pour tout disposer à domicile et réaliser une séance complète de rééducation. Donc, ce n'est pas grave, il faut quand même faire de la rééducation à domicile, mais peut-être assister, que si l'aidant peut assister à une ou deux séances de rééducation, s'inspirer de certains exercices pour, de temps en temps, les reproduire à domicile. On verra quelques exemples après. Donc, dans cette prise en charge médicamenteuse, la levodopa, vous la connaissez, hein, c'est deux médicaments essentiellement qui se vendent sous Sinemet ou Modopar et leur générique. C'est de la levodopa, c'est la dopamine entre guillemets la plus pure. Il y a d'autres médicaments que l'on peut proposer dans la maladie de Parkinson, mais qui sont généralement très mal tolérés dans la maladie à corps de Lévy. Ce sont des médicaments dans lesquels il y a des adjuvants ou des molécules associées pour booster un peu l'action de la dopamine, mais ces médicaments-là n'apportent finalement pas d'amélioration clinique supplémentaire et au contraire vont plus apporter d'effets indésirables. Donc on les évite généralement, tout comme les agonistes dopaminergiques, donc qui s'appellent Neupro, Cifrol, Ricrip, Trivastal. Donc eux sont pourvoyeurs régulièrement de somnolence, d'hallucinations, d'hypotension orthostatique. Donc on a tendance à les enlever lorsqu'on pose le diagnostic, même s'ils ont pu être introduits au départ, quand on ne savait pas si le diagnostic était maladie de Parkinson, maladie à corps de Lévy. Donc on fait des ajustements pour essayer de limiter la iatrogénie chez le patient. Ensuite, vous le verrez peut-être plus en détail après, mais pour tout ce qui est troubles psychocomportementaux, on a tendance au départ, et on a entendu un témoignage tout à l'heure, à prescrire différents médicaments parce que le patient a quelques hallucinations, a quelques troubles du comportement, est beaucoup plus irritable, beaucoup moins participatif.
Et donc spontanément, on va prescrire des médicaments de la classe des neuroleptiques qui peuvent être très bien tolérés, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, mais qui vont être excessivement mal tolérés et induire des effets indésirables parfois graves chez les patients à la maladie à corps de Lévy. Alors ces effets indésirables, ça va être une accentuation des symptômes moteurs, avec une rigidité plus importante, une lenteur plus importante, une somnolence plus importante, et donc, in fine, des chutes graves, avec parfois une fracture du col du fémur, et puis hospitalisation itérative, et quand on est hospitalisé, eh bien, la prise en charge parfois est compliquée, et donc ça favorise les confusions, les hallucinations, et on se retrouve avec une aggravation clinique globale du patient. Donc, évitons au maximum les antipsychotiques, je dirais, classiques. Seuls 2 antipsychotiques peuvent être prescrits dans le cadre de la maladie de Parkinson et maladie à corps de Lévy. Il s'agit de la clozapine, vendue sous le nom Leponex, et kétiapine sous le nom Xeroquel. Pourquoi? Parce qu'ils agissent peu sur le système moteur, justement. Il y a différents récepteurs aux neuroleptiques dans le cerveau, et ceux-là ont un profil particulier qui va faire qu'ils vont agir plutôt sur la composante comportementale et peu sur la composante motrice. Donc il y a peu d'aggravation clinique. Une des choses qui peut être un peu gênant pour la clozapine, c'est la nécessité de faire une prise de sang 1 fois par semaine pendant 18 semaines à l'introduction du traitement, parce qu'on peut avoir une baisse des globules blancs. Et si les globules blancs baissent, on peut être victime d'infections plus facilement que la moyenne. D'autres traitements peuvent être prescrits aussi dans la maladie à corps de Lévy sur le plan psychocomportemental. Ce sont les anticholinéstérasiques, on en a parlé tout à l'heure, pour au contraire faire monter le taux d'acétylcholine dans le cerveau et être psychostimulant. Il peut y avoir une certaine amélioration motrice, modérée, mais quand même, il y a de nombreux cas rapportés d'aggravation clinique motrice. Donc, c'est un traitement qu'il faut éventuellement essayer quand les hallucinations peut-être sont bien tolérées et comment dire, critiquées par le patient. Mais bien sûr, au moindre effet indésirable et avec une surveillance étroite en lien avec le médecin traitant, le neurologue et la famille, il faut bien sûr suspendre le traitement, mais que ça peut être celui-ci comme un autre traitement. Il faut toujours être vigilant à l'ensemble des traitements administrés du fait de l'hypersensibilité des patients maladie à corps de Lévy. Alors dans les traitements prometteurs qui sont à l'étude, il y en a un qui a retenu un peu mon attention. Ça fait déjà au moins 4-5 ans qu'il est à l'étude. Il a été autorisé déjà au Japon. Alors c'est un médicament qui est prescrit en tant qu'antiépileptique à la base, le zonisamide. Et il a été essayé chez les patients avec maladie de Parkinson avec une amélioration clinique modérée, mais quand même certaine et utile pour les patients, et donc il est autorisé au Japon comme médicament qui permet d'être en adjuvant en plus de la levodopa pour optimiser l'amélioration clinique. Il a été testé au cours des 2 dernières années dans 2 essais cliniques, et donc médicaments versus placebo dans des groupes de patients avec maladie à corps de Lévy, et donc les résultats montrent que quand même, alors je ne sais pas si on peut, s'il y a le pointeur. Non, j'ai pas de lumière. Petit truc en bas comme un soleil. Ah ben voilà, super, merci. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le changement sur l'UPDRS3. Alors l'UPDRS3, c'est justement notre échelle qui va quantifier la sévérité clinique sur le plan de la motricité du patient. Et donc, on voit là le groupe de patients qui n'a pas le médicament, un groupe qui a le médicament, mais il y a une dose très faible, 25 mg, et à une dose un petit peu plus forte, 50 mg. Et au plus on va vers le bas, au plus on a une amélioration clinique. Et donc, vous voyez qu'il y a, par rapport au groupe placebo, quand même, quelle que soit la dose, une amélioration clinique sur le plan moteur d'environ entre 4 et 5 points. Donc il n'y a pas de franche différence entre la dose de 25 et la dose de 50, mais en tout cas ces 2 doses-là sont statistiquement différentes du placebo, entre 4 et 5 points. Donc 4 et 5 points, c'est quand même pas négligeable, et ça permet d'améliorer un peu certains symptômes. Alors justement, quels sont les symptômes qui sont le plus améliorés? C'est le diagramme d'à côté. Quand il y a des étoiles, ça veut dire que c'est amélioré de façon significative entre les groupes.
Et donc on voit que le tremblement est plutôt bien amélioré. Au plus il y a d'étoiles, au plus l'amélioration est statistiquement importante. Donc ça veut dire qu'au plus la preuve, la force à laquelle on va croire que ça va améliorer les symptômes est forte. Donc le tremblement est plus amélioré et le ralentissement global est aussi bien amélioré. Bon, la rigidité ne l'est pas spécialement et les chutes ne le sont pas spécialement non plus. Néanmoins, c'est un médicament potentiellement utile et qui peut s'ajouter à l'arsenal thérapeutique des patients avec maladie à corps de Lévy. Il est globalement bien toléré, n'aggrave pas les hallucinations, n'aggrave pas la confusion dans ces 2 essais-là. Donc ce sont des essais qui ont été menés au Japon et donc il faudra bien sûr d'autres essais dans d'autres cohortes, dans d'autres continents pour valider ces premiers résultats-là, mais ils sont encourageants. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut faire une stratégie non médicamenteuse. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on va faire travailler plusieurs choses. C'est-à-dire que l'entretien physique, déjà, va faire travailler le maintien des amplitudes articulaires, le maintien de la posture, la conscience de soi, qu'on se retrouve finalement comme ça au fur et à mesure des années, on ne s'en est pas rendu compte, et se mettre devant la glace, réaliser qu'en fait on est voûté, et retravailler sur le retour de ce qu'on peut avoir, c'est important, et la prise de conscience de ça. Et puis ensuite, quand on va travailler un geste, en fait, il y a tout, avant de faire un geste, il y a déjà des structures cérébrales qui sont actives et qui vont être, donner un influx électrique bien avant que le geste se programme. Donc il faut toute cette programmation du geste doit être travaillée, et à force de faire des gestes répétés, des gestes précis, des exercices stéréotypés, on va améliorer finalement à la fois la condition physique et à la fois la programmation du geste qui redeviendra plus fluide et aussi un petit peu plus automatique. Et tout ça, c'est aussi des fonctions cognitives. Donc la rééducation avec un kiné est importante parce qu'on va faire travailler la motricité pure avec les muscles, mais aussi la programmation du geste. Et l'ensemble de ça permet d'être psychostimulant pour le patient. Alors, quels sont ces exercices que l'on peut réaliser? Il y a donc des exercices de marche, bien sûr, la régularité de la marche, la vitesse de marche, l'amplitude du pas, devant, derrière, les yeux ouverts, les yeux fermés, sur le côté. Lutter contre justement les chutes via les obstacles qu'on doit éviter. Si jamais on tombe, apprendre à essayer de tomber d'une certaine façon pour se faire le moins mal possible, et une fois qu'on est par terre, savoir comment est-ce que je peux arriver à me relever. Parce qu'un certain nombre de patients, malheureusement, se retrouvent au sol sans savoir comment se relever et peuvent passer des heures avant de pouvoir remettre les pieds debout, surtout si le passage n'est fait que par l'infirmier ou l'infirmière quelques heures plus tard. Donc c'est important pour le patient d'avoir ce type d'apprentissage-là. Et puis, alors, voilà des exercices. Donc, sur les premiers que vous voyez tout en haut, là, c'est pour faire travailler, donc, notamment la hauteur du pas. Hein, on met des obstacles, et puis l'idée n'est pas d'aller vite, mais d'aller justement faire travailler l'amplitude, donc de lutter contre la kinésie, et de faire travailler en même temps la posture. Donc, au départ, ça peut se faire avec des barres parallèles sur le côté, hein, pour se tenir. Il ne faut pas avoir la chute vers l'arrière, mais ça peut se travailler comme ça. Sur le côté, là, vous avez des slaloms pour justement avoir la possibilité de passer d'un côté à l'autre et d'avoir un déplacement plutôt latéral. Sur cette image du bas, là, c'est simplement la longueur du pas qui va être travaillée pour avoir conscience que l'on fait des pas de plus en plus petits, et en fait, il faut augmenter la largeur du pas. Et puis, cet exercice va se faire ensuite de plus en plus rapide. Peut-être même de façon chronométrée après pour avoir un challenge et améliorer les performances du patient. Et puis, il y a toujours quelque chose sur lequel on travaille, alors plus souvent en dernier, c'est quelque chose qui est plus annexe, mais c'est ce qui participe à l'équilibre, c'est le balancement des bras. Et donc, il faut en avoir conscience et donc le faire volontairement pour que ça puisse redevenir un petit peu plus automatique. Toujours dans les traitements non médicamenteux, il y a la rééducation avec les orthophonistes. Et les orthophonistes ont une place vraiment extrêmement importante, puisqu'ils vont avoir un travail à la fois sur la cognition, mais aussi sur tout ce qui est la sphère ORL, donc l'intensité de la voix. Et donc ça, c'est de la motricité aussi, hein, les cordes vocales qui vibrent, il faut les faire travailler, les muscles de la voix, donc l'intensité de la voix, l'articulation, avec la coordination avec la langue, les muscles masticateurs, etc. Et la déglutition.
parce que si on s'endort, si on mâche plus lentement, il peut rester des morceaux dans le coin de la joue et puis être inhalé un petit peu plus tard. Donc c'est dangereux et il faut absolument le faire travailler. Donc là encore, les orthophonistes ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des patients. C'est malheureux, mais il faut qu'il y ait plus d'orthophonistes en formation. Et puis, avec le Covid, sont apparus finalement des modes de prise en charge qui sont nouveaux et les patients peuvent participer à ça. C'est en visio. Si l'orthophoniste est trop loin, ou si le patient ne peut pas se déplacer, et comme l'orthophoniste également, on peut faire des séances en visio avec justement un travail de la voix, un travail du langage qui peut se faire de cette façon-là, et certains exercices peuvent être envoyés par l'orthophoniste aux aidants, à l'auxiliaire de vie pour faire travailler justement d'autres exercices plutôt sur le plan cognitif, passer d'une tâche à l'autre, etc. Voilà un petit peu mon point de vue sur la motricité dans la maladie à Cordes-Lévy. Je vous remercie.